quelques minutes là. Questions, réactions, rapport complémentaire. T'aurais envie Non, alors non. Bon, alors et entre vous, question. Oui, c'est vraiment sur ces deux dimensions qui sont à la fois l'adaptation individuelle très fine aux spécificités non seulement du poste, parce qu'on a vu qu'on était bien au-delà, mais de la personne dans une activité ou personne tout court. Moi, j'aimerais que vous nous disiez deux mots l'un et l'autre. Frédéric, t'as commencé à aborder la question et Anaïs aussi sur le fait que par exemple on a un certain nombre de gens qui utilisent, j'allais dire, des exosquelettes ou du même type au boulot, mais qui aussi, je pense à notre qui est pas là aujourd'hui, là, notre cher maréchal Ferrand. Si tu veux, peux nous en dire deux mots, Anaïs, là-dessus. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on voit qu'il y a des frontières qui deviennent très poreuses entre la vie professionnelle et la vie personnelle dans l'utilisation des exosquelettes. On a de plus en plus d'utilisateurs qui utilisent leur exosquelette dans le cadre de leur activité professionnelle. Je pense à effectivement Jean-François Crépeau, qui est un maréchal Ferrand, qui me disait effectivement, moi j'ai commencé à porter mon exosquelette au travail parce que la durée de vie professionnelle d'un maréchal Ferrand, c'est une dizaine d'années, et que en fait c'est un métier passion qu'on n'a pas envie d'arrêter. Sauf que j'ai mal au dos, je peux pas continuer à travailler sans exosquelette. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'on a moins mal au dos, et puis du coup, on l'utilise à la maison pour aller jardiner, pour faire ses activités quotidiennes. Et puis encore plus récemment, on a un monsieur qui avait une pathologie lombaire qui nécessitait pour son adaptation de poste le port d'un exosquelette qui avait été prescrit par le médecin du travail. Et puis un lundi matin, il m'appelle et il me dit Anaïs, tu sais que je suis allée samedi à un concert avec mon exosquelette parce que j'avais mal au dos. En fait, je pense pas que j'aurais pu y aller sans pour rester debout. Et en fait, on se rend compte que maintenant l'exosquelette, il s'intègre de la vie professionnelle vers la vie personnelle et que ça devient un usage qui est mixte. En fait, prendre soin de sa santé, ça passe au travail, ça passe à la maison, ça passe quand on va voir son médecin. Et tout ça, en fait, c'est la santé globale de la personne qui prime au-delà de un simple geste ou une simple tâche qu'on va réaliser au quotidien. Merci. Pour vous reparler de Jean-François Crépeau, ce fameux maréchal là qui pouvait pas être là aujourd'hui. Il est génial, il est adorable en plus et tout. Et là, il me racontait, alors je sais pas si t'es au courant, mais que vous savez, c'est très très technique, hein, c'est l'air idiot, mais ferrer un canasson. Et lui, il est vraiment spécialisé dans le cheval de sport et le cheval de concours. Et donc, il est très très fier parce que là, il a participé aux Jeux Olympiques et qu'il a accompagné. Alors, je sais plus comment il s'appelle parce qu'il porte toujours des noms pas possibles, les chevaux là de concours. Et brique de je ne sais quoi, voilà. Et il est médaille d'argent. Il est en argent là-dessus. Donc voilà, ça aide la performance. Alors lui, il est motivé à fond sur son métier. Et on voit par exemple ce qui était sympa, c'est que ces métiers-là, c'est des métiers malheureusement solitaires. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient des aides, et puis maintenant, c'est plus possible. Donc il faut qu'ils tiennent le canasson, qu'ils lui mettent le pied sur le trépied, qu'il le tienne, qu'il met son tablier, qu'il tape sur le fer. Et alors lui en plus il a des fers avec des caoutchoucs pour faire un amorti, enfin c'est compliqué, et donc il est tout seul pour ça. Il avait une jeune apprentie, et dans tout son truc, c'est ce que me disait Anaïs aussi, c'est d'essayer de convaincre la fille qui doit avoir 25 balais maximum, et donc qui n'a aucune difficulté quelconque, qu'elle avait drôlement intérêt à anticiper et utiliser ça. Et toi, chez toi Frédéric, là, de ce côté-là, encore une fois sur le perso pro. Moi, c'est plutôt moi qui les encourage à l'utiliser chez eux, pour se l'approprier. C'est pas non plus un outil pour augmenter la productivité, c'est un outil de prévention. Donc, comme c'est la prévention, ça marche pas sur tout le monde. Tout le monde n'a pas envie de s'approprier, tout le monde n'a pas envie de changer. Donc, pour moi, c'est du cas par cas. Dans ma vision de l'usage de l'exosquelette, ça peut pas être une prescription collective, hein. C'est pas de la prévention primaire collective. Pour moi, ça reste de la prévention primaire individuelle ou prévention secondaire ou tertiaire individuelle. Et je pense que le rôle du médecin du travail, du psychologue du travail, l'environnement, c'est quelque chose qui doit être fait en coopération, en partenariat, aussi avec les fabricants, parce que parfois on a des petites questions et des interrogations. Donc nous travaillons avec tout le monde et puis on essaie de répondre aux besoins des agents, puisque ma priorité c'est la santé des personnes.
Et voilà. Si vous avez des questions. Dimension individuelle première, mais aussi dimension, j'allais dire, d'aide à la performance, parce que quelque part, on est aussi, tristement ou pas, mais en aide par rapport à des objectifs qui sont finalement des objectifs de maintien d'équipe, des objectifs autres. Alors, Benoît Sago-Duvorou, toi aussi, tu fais partie, comme moi, du canal historique, des exosquelettes et des autres. Peut-être ton sentiment là-dessus. Alors moi, je suis totalement en phase avec l'idée que la data devient un moyen efficace et qui commence vraiment à être d'une bonne valeur à tous les niveaux dans les exosquelettes, que ça soit au niveau de la recherche pour les concepteurs, de cet aspect de passer de l'utilisateur à l'humain, parce qu'évidemment, c'est pas les mêmes choses qu'on doit mesurer, de l'assistance à la conviction et à l'approche exosquelette pour les entreprises par des mesures objectives et de la vie courante de l'exosquelette avec le contrôle continu. Nous, on l'a avec le gant, par exemple, où on fait un contrôle en continu des performances et l'intelligence artificielle apprend ce que fait la personne avec sa main et adapte l'assistance par rapport à l'effort que fait la personne. On en est au début, ça marche plutôt bien, mais on voit qu'il va y avoir des pistes. Et les capacités de miniaturisation, de calcul de tous ces capteurs, c'est vraiment dans toutes les étapes de la chaîne des exosquelettes. Et nous, en tant qu'intégrateurs, on est au milieu de tout ça. On est entre le fabricant et l'utilisateur. Et donc, on est très, très à l'écoute de tout ce qui s'est dit là et des évolutions que ça va avoir de façon importante dans les exosquelettes demain. Et je tiens à dire aussi que par rapport à la combinaison, moi, mon rêve, c'est que en dehors de pouvoir stimuler des effets, ça soit aussi l'exosquelette, c'est-à-dire que ça soit les moteurs, la miniaturisation des moteurs. J'y crois beaucoup dans les 10 années qui viennent. Malheureusement, j'y serai plus. Mais pour pouvoir assister vraiment l'humain sur mesure et pas le geste, et pas le poste de travail. Voilà. Merci Benoît. Et c'est juste une parenthèse comme ça pour sourire. À la fois, je sais pas si tu te souviens des reportages au Japon sur des travailleurs dits seniors qui étaient tout contents à 65 balais d'avoir un exosquelette pour les. Et là, c'était déjà il y a quelques années, hein, pour les aider à porter des charges justables. Et puis c'était juste pour dire comme ça. C'est pas du tout pour semer une pierre dans le débat politique, mais je sais pas si vous savez quel est l'âge de la retraite au Danemark. Donc, t'as encore de la marge, j'ai 74 ans. Donc, pardon, Benoît. Alors, de vos côtés, un peu questions ou commentaires ou autres, je veux dire sur ces évolutions très très fortes, hein, à la fois de ce que tu disais, la miniaturisation, mais le suivi individuel très très précis et la difficulté finalement à jongler avec tout ça, de l'importance des datas, questions, remarques, et puis sinon on va vous demander les uns les autres parce qu'on s'achemine vers le final et que voilà. Votre mot de conclusion et de prochaines étapes et perso et autres. Benoît, voilà, est-ce qu'il marche encore ton truc parce que ici j'ai un peu la trouille. Ça a l'air d'aller. Mon mot de conclusion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment les impacts de l'IA dans tout ça. Les impacts de l'intelligence artificielle, comment l'IA va finalement révolutionner tous ces process, révolutionner tous ces aspects santé sécurité pour les rendre beaucoup plus prégnants, pour les rendre beaucoup plus significatifs dans les entreprises, les rendre beaucoup plus efficaces, les rendre et je dirais faire en sorte que le domaine de la prévention soit plus puissant et plus écouté dans les entreprises. Donc et c'est ce que je dis à tous mes clients, et je vous passe exactement le même mot aujourd'hui. Au même titre qu'il y a 30 ans, au moment de l'arrivée d'Internet, on s'est beaucoup angoissé, on s'est beaucoup inquiété sur l'intégration de cette nouvelle technologie dans les entreprises. Aujourd'hui, on vit à peu près la même révolution. L'intelligence artificielle va complètement révolutionner le fonctionnement des entreprises. Donc, que ce soit dans le domaine HSE ou que ce soit dans d'autres types de domaines, n'hésitez pas à vous y intéresser, n'hésitez pas à aller vérifier toutes les capacités de l'IA, parce que vous verrez que vous y trouverez forcément des usages qui vous intéresseront et qui vous permettront d'être plus efficaces et plus puissants dans votre travail. Donc l'IA, les exosquelettes, les nouvelles technologies globalement, aujourd'hui vont vraiment permettre d'optimiser le travail. Donc n'hésitez pas à vous y intéresser.
Merci, tu as un tout petit peu dépassé ton quota de 14 mots. C'était une conclusion en 14 mots. Donc Frédéric. Moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire. La chose la plus importante, c'est de rester centré sur l'humain, sur ce qu'on peut apporter grâce aux innovations, voir comment on peut améliorer les innovations pour améliorer les conditions de travail et de bien-être au travail. Voilà, c'est en fait toujours rester, pour moi en tant que médecin, centré sur l'humain. Anaïs. Moi, je pense qu'il faut trouver la solution pour rendre chacun des acteurs individuels de l'entreprise, acteurs de sa santé et de sa sécurité au travail comme à l'extérieur du travail. On passe par une santé globale et chacun doit prendre conscience que c'est à lui de prendre soin de sa santé avec les outils, les techniques, les organisations qu'on va mettre en place au sein d'une entreprise. Mais si l'opérateur n'est pas acteur, il y a de toute façon rien qui fonctionnera. Lionel ? Merci Anaïs. Alors juste pour reprendre ce que vient de dire Anaïs a dit qu'il faut que les personnes redeviennent acteurs de leur santé. Et en fait, je vais faire un parallèle et je finirai là-dessus. Un acteur c'est bien, mais un acteur il ne fait que réciter un texte. Il ne fait que jouer. Donc moi, mon rêve, c'est que la personne redevienne auteur de sa santé, auteur de ce qu'elle fait. Et donc ça ouvre des perspectives, notamment sur les exosquelettes. C'est pour ça que moi, j'essaie de travailler, de développer dans mon exosquelette pour ma thèse sur les différentes parties du corps. Ça va de la tête aux pieds. Et bien, en fait, je travaille zone par zone. Parce que quelqu'un qui a besoin d'une assistance pour le genou, puis qui a besoin d'une assistance pour l'épaule de l'autre côté, eh ben mon système permettra de le faire. Les exosquelettes du marché actuellement ne permettent pas de faire cet assemblage où c'est un peu compliqué. Donc faut redevenir auteur, et à un moment donné, une personne quand elle travaille, elle bouge, elle doit pouvoir bouger correctement, en se préservant, en se protégeant. Eh ben un des avenirs de l'exosquelette, c'est permettre aussi ça et de redévelopper certaines motricités. J'ai adoré moi l'exemple de la tenue là, qui permet aux gens de remarcher, de retravailler, etc. Je trouve ça absolument fantastique. Ça va dans le sens de ce qu'il faut faire. Voilà. Merci à toi. Et ben voilà, on voit bien la transversalité de l'ensemble. Moi, je voudrais dire encore aussi, et d'ailleurs en profitant, si je peux me permettre, Frédéric, de la présence de ton neveu qui est là. Il se dit à Mif, il était en train de dormir tranquillos sur son mais c'est un jeune et futur juriste. Et je trouve que on a essayé là d'avoir à la fois des formations, des angles d'attaque et autres tout à fait différents, un médecin, des ergonomes, un ingénieur et tout ça. Et c'est très important. Je veux dire que là, de ce côté-là, l'un de nos prochains terrains d'évangélisation, si on peut dire, ça sera aussi le droit, parce que il y a d'éternelles questions. Est-ce que le droit est en avance ou en retard? Alors les juristes disent bien sûr qu'il est en avance, et nous on dit faudrait peut-être qu'il regarde un peu devant pour évoluer un peu. Mais on sait par exemple que en France comme partout, on a un problème de réglementation qui est très très périmétrante, cloisonnante, tout ça. Et donc, le futur spécialiste de droit public, il a déjà le sujet de sa thèse globalement qui est là, c'est comment décloisonner les choses et comment avoir cette perméabilité. Alors, ceux qui ont les habitudes du cercle savent que on fait pas souvent venir des institutionnels. J'allais dire des vrais institutionnels, parce que quelquefois ils sont un peu embêtants. Et donc, c'est-à-dire qu'ils vous débitent une partie comme ça. Mais c'est important de les avoir, et de les avoir pour ça, parce que, je dirais, la pédagogie, finalement, c'est pas ce qu'ils croient. C'est-à-dire que c'est pas eux qui la font, mais c'est nous et vous tous qui la faites avec eux, et ça, c'est aussi nos prochains trucs. Alors, prochaines étapes de ce côté-là, je sais pas si tu y es arrivé, c'est génial. Donc, il est génialissime, notre Lionel, ça on savait. Merde, alerte de sécurité. Bon, alors il est plus là, ça fait rien. Donc j'espère qu'on va pas tous. Les prochains UX Forum, le revoilà. Le machin il bouge tout seul. Bon, voilà. Donc les prochains, ça sera très certainement là-dessus. C'est-à-dire, on va continuer la transversalité, on va continuer sur la R&D et comment intégrer tout ça. Je crois qu'on va défaire ce bidule parce que c'est très très chiant. Voilà, et un coup de pied de temps en temps, ça aide, vous savez, paf, pour faire remarcher une bécane. Et de ce côté-là, ça sera ça. L'autre chose, c'est que les datas, c'est notre marotte. Donc, pour ceux qui sont éventuellement les Parisiens, sinon il y aura replay.
Et donc ce replay-là, au fait, oui, j'ai oublié de vous dire, ce replay-là, lundi. Donc lundi, si vous avez tous badgé, vous recevrez au début de semaine un lien avec le replay et les supports qui sont là. Et il y en aura pour d'autres. Et donc les prochains, c'est sur les IA et data, début novembre, porte de Versailles là-dessus aussi. Et puis si jamais il y a quand même quelques femmes, les prochains, ça sera la violence faite aux femmes aussi. On vous salue tous, on vous remercie, je vous demande surtout de les applaudir moultement. Un grand merci à vous tous. Pardon de la frustration du temps, parce qu'on vous coupe toujours avant. Et un grand merci à vous d'avoir tenu le choc aussi longtemps. À bientôt.